Alors, on va parler de la diffusion. Alors, pourquoi on parle de ce sujet, la diffusion dans les médias? La raison principale, c'est parce que quand on a un média, quand on est une entreprise, quand on a un média, la première chose qu'on a en tête, c'est qu'est-ce que je vais produire? Quelle histoire je vais raconter? Alors, effectivement, c'est une question absolument majeure, mais souvent, on fait une publication, on fait un contenu, on le met sur Facebook et tada, on a diffusé. Génial. Non, ça ne marche pas comme ça. L'objectif aussi, c'est de se dire que derrière, quand vous avez votre boss ou quand vous voulez monter un média et que vous dites « mais j'ai fait plein de contenu et pourtant ça ne marche pas ». Oui, parce que quand on a fait son contenu, quand on a raconté son histoire, on est au milieu du chemin finalement. L'autre moitié, c'est de la diffuser, c'est d'aller voir des communautés, c'est d'aller voir des gens, de les toucher et de distribuer son contenu. Donc du coup, ça m'intéressait non pas de parler de l'amont de la production, on en a beaucoup parlé sur les différents Web Today, puis je pense que vous avez d'autres speakers qui vont en parler. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de comprendre fondamentalement comment on fait pour diffuser un contenu. Alors du coup, je me suis entouré d'experts, de professionnels. On va commencer par Emmanuel Chila. Donc Emmanuel, toi, tu as une agence qui s'appelle Wayta, c'est ça? Et tu as 20 000 abonnés sur ta page Periscope. Ça m'intéressait que tu sois avec nous parce que justement, Periscope, c'est un réseau dont on entend parler un petit peu. Vous vous souvenez peut-être que des politiques avaient tenté de faire des lives sur Periscope et s'étaient fait un peu bâcher. Donc comment est-ce qu'on modère une communauté sur Periscope? Comment ça marche Periscope? Comment est-ce qu'on arrive à attirer des gens sur Periscope, qui est un réseau qu'on n'a pas tous forcément sur notre smartphone? Donc comment est-ce qu'on arrive à engager des gens avec ça? Ensuite, nous sommes avec Romain Collin, qui est le fondateur de Fubiz. Alors, ça m'intéressait aussi parce que Fubiz, ça a 11 ans. Fubiz, ça touche aujourd'hui 1,2 million de personnes. Et puis, grosso modo, ça touche 90 millions de personnes, en tout cas via les différents canaux que tu as. Et puis, vous racontez, et puis ce qui est intéressant, c'est que ton histoire, ça a 11 ans. Tu l'as lancé quand tu étais étudiant. Au départ, c'était un blog. Aujourd'hui, c'est une plateforme média. Donc, comment est-ce que tu passes d'un blog à une plateforme média? Souvent, la problématique, quand on a envie de lancer son propre média, c'est on commence comment? On a beaucoup de personnes qui disent moi, j'ai 35 abonnés sur Twitter, je suis incapable de monter un média. Eh, why not? Donc, comment on commence? Ce serait intéressant d'avoir les best practices de comment on débute et comment ensuite on le développe et comment on se transforme. Et puis, du coup, la personne qui est à ma droite, Sarah, tu travailles sur change.org. Change.org, c'est la première plateforme de pétition dans le monde. Donc, change.org, c'est 150 millions. Alors, de pétitions ou de personnes? Je ne sais plus. De personnes. Prenez les micros, les amis. Et 8 millions en France. Donc, énorme plateforme de pétition. On va commencer par toi, d'ailleurs, ça m'intéresse. Tu es responsable des campagnes de Change. C'est quoi ton job fondamentalement? C'est de recevoir des personnes qui ont envie de faire des campagnes? C'est de savoir quelles sont les bonnes campagnes, les mauvaises campagnes? C'est quoi ton job un peu c'est pas le customer journey, mais c'est ta journée, toi, ça se passe comment? En fait, notre rôle chez Change, c'est d'être une plateforme au service des utilisateurs. Donc, on n'est pas une plateforme qui mettons en ligne des pétitions qu'on fait signer aux gens. Non, on est une plateforme où les gens peuvent lancer des pétitions sur le sujet qui, eux, leur tient à cœur. Donc, notre rôle, c'est vraiment en fait, de mettre à disposition à la fois des outils technologiques, mais aussi des outils stratégiques, éditoriaux, pour que nos utilisateurs se fassent entendre et une audience qui soit la plus grande possible et que leurs pétitions atteignent leur but. Là, votre dernier coup, entre guillemets, c'est la loi El Khomri. Est-ce que toutes les pétitions, ça part aussi violemment? Tu as d'autres exemples? Ou est-ce que finalement, tu peux aussi avoir des pétitions très simples sur des micro-communautés qui ne sont pas forcément avec une notion mass média aussi importante que sur cette pétition-là? En fait, la spécificité de la loi El Khomri, c'est que ça touche tout le monde. Le travail, c'est quelque chose qui émotionnellement peut avoir un reach très très large. Mais on a aussi des pétitions très petites dont personne ne parle, mais qui ont un impact important, notamment localement. Donc nous, finalement, on ne se base pas forcément sur le nombre de signatures à se dire c'est un succès ou pas, mais sur l'impact que ça peut avoir. En effet, la loi El Khomri, ce qui est impressionnant, c'est comment on a réussi à hacker l'agenda médiatique avec une simple pétition en ligne. Et la raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est à la fois le sujet, bien sûr, le fond, mais aussi la stratégie qui a été mise en place derrière par Caroline Dehaas, qui est rompue aux stratégies de communication, notamment social media. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même des politiques maintenant qui ont créé leur propre compte, Change. Comment est-ce que vous avez réussi à devenir un espèce de canal de conversation, un canal d'échange aussi puissant? Est-ce que, alors on va en parler pendant 1 heure, mais si tu avais une règle principale
ce serait laquelle? La question hyper compliquée, désolé. Ouais. J'ai combien de temps? Une minute. Je pense que la raison pour laquelle notre plateforme a pris autant d'ampleur, c'est aussi le contexte. On ne va pas se mentir, on est dans une période difficile et les gens ont besoin de s'exprimer, donc il y a d'abord ça. Et puis il y a aussi le côté très accessible, c'est-à-dire que notre plateforme, elle est vraiment faite pour que chacun puisse se saisir de l'outil. On est vraiment dans quelque chose de très intuitif. Et la dernière raison, c'est la recommandation et le principe même de la pétition en ligne qui marche très bien avec le social media, puisque en général, les gens qui signent les pétitions les signent parce que leurs amis ont signé, parce qu'ils ont vu ça passer dans leur fil Twitter, Facebook, etc. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, c'est ces trois éléments, le contexte, la force, je dirais, de l'outil qu'on a créé et couplé à la force des réseaux sociaux et de la recommandation. Bon, on reviendra effectivement sur comment on architecture une bonne campagne sur les réseaux sociaux. Romain, toi, il y a 11 ans, tu étais étudiant. Tu as monté Fubiz. C'était un blog au départ. C'était quoi l'objectif? Pourquoi tu as monté un blog? Alors, il y a 11 ans, l'objectif, c'était surtout de synthétiser sur une plateforme mes passions, la création, l'inspiration, le design. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de plateformes de curation et de diffusion. Donc, Tumblr, Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn, ça n'existait pas vraiment. Et il y avait le début des formats blog qui permettaient de synthétiser ses passions, de raconter sa vie ou alors de raconter les thèmes qu'on aime. À l'époque, j'ai choisi de le faire sur des choses qui étaient très visuelles. Donc j'ai cru à un web visuel quand même assez tôt. Et les années qui ont suivi, ça a été de la professionnalisation puisque finalement c'est devenu mon projet professionnel et ma carrière puisque je suis toujours à 100% sur ce projet et que c'est ma boîte. Et c'est une start-up qui a maintenant 11 ans. Et tu considères que c'est une start-up? C'est intéressant dans les médias. Ouais, toujours, parce qu'on est toujours sur des tailles on est un pure player. On est un média sur le digital et l'inspiration. Et dans notre catégorie, on a quand même des attitudes de start-up, comment on se comporte avec nos partenaires, comment on se comporte avec notre équipe ou même également avec les marques. Mais pourquoi avoir monté Fubiz finalement? Pourquoi tu voulais pas monter un blog? Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en plus, tu fais des photos, tu les diffuses sur tes propres réseaux, donc tu as en plus fait du branding sur toi. Ouais, alors je voulais créer une distance et mettre une plateforme sur des projets et pas autour de ma personne pour pouvoir que le projet puisse me dépasser, ce qui est le cas, puisque maintenant les contenus sont écrits, générés, produits par des tiers et puis par moi. Je voulais aussi surtout à la base que ça me permette d'être plus fort sur le marché du travail il y a 10 ans, en ayant un projet professionnel et un média en ligne en plus. Et il y a une dizaine d'années, c'était vraiment singulier. Aujourd'hui, ce serait peut-être un classique, mais il y a une dizaine d'années, c'était assez singulier. Et ça s'est décidé que finalement, mon projet professionnel a pris le dessus et ma fin d'études s'est passée dans mon projet. Et les années qui ont suivi, ça a été de la professionnalisation de fond et de forme et des virages jusqu'à le thème aujourd'hui qui est la distribution de contenu. Mais avant, il n'y avait pas de distribution de contenu, c'était de l'accès direct. Et mon média était connu par d'abord une cible qui connaissait les contenus et le fait qu'on avait des récurrences de contenu sur notre plateforme. Et on savait que c'était de l'accès direct, peut-être de l'envoi par mail, mais le social media et la distribution de contenu n'était pas forcément une question que j'ai pris en compte. Donc, tout ce projet professionnel m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et c'est pour ça que je dis qu'on fonctionne quand même en start-up, parce qu'on a l'agilité d'une start-up. Et le fait qu'on soit pure player nous permet de prendre des décisions, de changer des choses sur la forme ou sur le fond, dans notre éditorial ou dans la manière dont on distribue. Et c'est assez précieux. C'était quoi le tipping point, le moment où parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs ou de producteurs de contenu ou de blogueurs qui racontent qu'ils ont commencé pendant 2, 3, 4, 5 ans à produire des contenus avec zéro audience ou à la limite la famille, les amis. C'était quoi le moment qui t'a fait passer de 0 à 0,1, je dirais? Le moment où tu as pris, surtout dans un contexte, comme tu le rappelais, où il n'y avait pas de social media, où il n'y avait pas tous ces outils marketing, entre guillemets, pour se diffuser. Le moment où on a senti que tous les créatifs nous envoyaient les contenus en exclusivité ou non de leur projet. Donc mais comment ils t'ont connu en fait? Je pense que ça a été exponentiel. D'abord les agences, puis après les boîtes de production, puis après les artistes, les agents, et puis après le faire savoir, la veille qui s'est fait autour peut-être de notre deuxième cible, parce qu'on est sur une cible où
on est exigeant sur les contenus, mais on ne se veut pas être excluant. Donc on a une double cible, nourrir notre public principal quand même, c'est les créatifs, les directeurs marketing, les directeurs de création, mais en même temps les curieux, les étudiants, des gens donc c'est pas forcément leur métier. Et on s'est rendu compte, peut-être le tipping point, ça a été l'addition de ces deux cibles. C'est-à-dire qu'au début on était sur la première, les gens de notre marché, pas B2B, mais presque, c'est-à-dire quand même le secteur qui sait qui va faire sa veille, les agences, pour faire de la veille, du benchmark et pour bien se renseigner sur les stratégies créatives. Et on s'est rendu compte que, par la ligne éditoriale qui était quand même très ouverte et pas excluante, on avait ce fameux seconde cible, ce qui nous a donné une profondeur quand même d'audience qui aujourd'hui est facile à travailler grâce aux social media et à la distribution. Alors, on va y arriver aussi. Emmanuel Chila, donc toi tu es formateur pour de la prise de parole en public. On va d'ailleurs le tester du coup ce soir, tout à l'heure. Enfin là. Merci. Donc Emmanuel, toi, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu as décidé d'aller sur Periscope et d'aller tous les jours, pendant 60 minutes, donner... C'est quoi? C'est un cours? C'est une conférence? Il y a un mot pour ça? Une vidéo live à la limite, où tu expliques aux gens des choses hyper précise sur de la prise de parole, sur quand on est étudiant, comment est-ce qu'on fait pour trouver un job. Voilà, c'est extrêmement étendu. Première question, pourquoi? Non, comment ça a commencé? Comment tu t'es levé un matin en disant « Ok, je vais aller sur Periscope et je vais faire des vidéos ». Est-ce que c'est formalisé comme ça ou est-ce que le temps de maturation a été un peu plus long? Non, le temps de maturation a été un peu plus long, dans le sens où j'écrivais des billets sur des blogs et je faisais des vidéos sur YouTube. C'est très bien, mais il manque un grand mot qui est vraiment important et qui fait toute la différence avec les gens, c'est l'échange et l'interaction en direct. On sait qu'il y a une réelle force quand on peut échanger avec les gens. Les gens l'aiment sur Facebook, l'aiment sur Twitter, le fait de pouvoir interagir. Mais là, interagir en vrai, ça donnait vraiment un autre niveau en fait à la discussion qu'on pouvait avoir avec les gens. C'est-à-dire que là, je pouvais dire quelque chose et les gens me posaient leurs questions directement. Comment tu arrives à sortir du bashing justement que les hommes politiques ont pu avoir ou... Est-ce que tu as des gens qui te bâchent? Est-ce que tu as des gens qui Oui. Ça c'est l'exemple de tout le monde. Tout le monde se dit bah ouais, mais quand on va là-dessus, il y a que des chichas, du sexe et puis des gens qui font rien dessus. Et puis Emmanuel Chila. Ouais, il y en a plein. On est une communauté, j'ai envie de dire, il y a 80 périscopeurs en France qui font des sujets qui sont intéressants. Où réellement il y a du fond. Vous avez de l'entrepreneuriat, vous avez du bien-être, vous avez de la tech. Enfin, je prends dans la salle, je pense, si je ne me trompe pas, Nervous Job, là-bas, salut, qui parle de communication tous les jours, qui fait une émission, c'est superbe. Maintenant, il y a du bashing. Donc oui, j'ai le droit à des têtes de bite, fils de ta maman, Sympa. Et bien sûr, plein d'autres insultes. Mais après, c'est toujours pareil, c'est de la gestion de troll. Si on a su le faire sur Facebook, en live, c'est exactement la même chose. Mais tu es bien d'accord que quand tu bosses pour une entreprise ou quand tu bosses pour un influenceur et que tu lui dis on va aller sur Periscope et il n'y a pas de filtre et les gens peuvent dire tout et n'importe quoi, directement, c'est levé de bouclier, on n'ira jamais là-dessus parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Comment tu le gères ça? C'est vrai. Cette peur du troll. Je peux comprendre et c'est normal, mais c'est un peu comme dans tout le reste. Obligatoirement, s'il y a une stratégie, que c'est bien préparé à l'avance, qu'il y a un storytelling qui est fait et que réellement on est prêt en fait à rentrer dans l'arène et à se dire ok, je vais avoir une partie des gens qui va bâcher, mais par contre, il y a toujours des gens qui sont là curieux, qui attendent d'avoir l'information et qui vont aimer en fait cette interaction qui va être forte avec la personne parce qu'on crée de la proximité. En soi, je connais le nom des gens le matin. Je prends 10 minutes à dire bonjour à tous les gens qui rentrent sur le Périscope. Alors c'est drôle, mais il y a un lien. C'est-à-dire que je connais leurs prénoms, je connais leurs habitudes, parce qu'ils me font des commentaires souvent. On essaye de se rencontrer en vrai. Pour faire simple, Periscope, c'est le YouTube. Là, on est à la naissance de YouTube sur Periscope. Tout est à faire. La communauté est naissante, donc il y a plein d'erreurs. Mais à côté de ça, la volonté et l'énergie qu'on a dessus est complètement différente. Il y a du bon. Il y a du bon, mais bien sûr, on montre que le mauvais. François Hollande qui s'est fait avoir dessus, qui s'est fait bâcher, parce qu'il l'a mal utilisé. Parce qu'en soi, c'est pas une caméra. Quand on est sur Periscope, on attend d'avoir de l'interaction avec quelqu'un. En fait, c'est ça. Ce que tu dis, c'est il y a beaucoup d'applications qui développent la vidéo, et on verra après. Mais effectivement, chaque canal de conversation a une grammaire, a des normes, des valeurs, des relations avec des gens qui sont très différentes. Et c'est pas parce qu'on a une caméra ou ton smartphone que c'est simplement un outil de diffusion, c'est un outil d'interaction et de conversation. C'est ça, surtout que c'est ce que les gens attendent. En soi, dans le 2.0, on attend de pouvoir faire des commentaires, on attend de pouvoir interagir avec les gens. Dans le 2.0. Pardon. Ça y est, toujours. D'accord. Non, mais dans le live, on le voit là. On voit que les gens cherchent l'authenticité, la sincérité de la part des gens. Et là-dessus, on ment pas. Les gens que j'ai le matin, oui, je me plante, oui, je fais des erreurs de français, oui, il est possible que je ne sois pas bien réveillé, mais c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher quelqu'un d'authentique, pas quelqu'un qui a préparé à l'avance, sinon ils vont sur YouTube,
et ils viennent pas chercher un discours en fait dans lequel ils sentent que c'est préparé. Et je pense que les marques là-dessus ont vraiment quelque chose à gagner quand c'est bien fait. Alors Sarah, justement, toi, quand tu travailles sur Change et que tu reçois des projets ou des envies de défendre des causes, est-ce qu'il y a un kit de démarrage justement pour bien faire, éviter qu'il y ait trop de trolls, trop de bashing, que ça part en tous les sens? Parce qu'on le sait, les sujets politiques ou des sujets plus touchy, très vite c'est détourné, ou en tout cas chacun fait un peu le storytelling qu'il a envie de faire pour que ça aille dans son sens. C'est quoi le kit de démarrage quand on va sur Change et qu'on a envie de faire une campagne? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on est une plateforme ouverte, donc chacun peut lancer sa pétition sans passer par moi. Donc, bonne nouvelle. Chacun va lancer sa pétition, et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner des outils de storytelling. Parce qu'en tant que professionnel, on sait à peu près ce que c'est, et on a une idée de ce que ça peut vouloir dire. Mais notre idée, c'est vraiment de démocratiser ces outils-là. Donc nous, on a développé un guide qu'on appelle le guide du lobbying citoyen, qui est sur change.org, le guide, d'ailleurs, je fais ma pub. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de donner les clés simple du storytelling. Et en général, donc je rejoins tout à fait ce que tu dis, Emmanuel, c'est l'authenticité qu'on recherche. Finalement, une bonne pétition, c'est pas forcément une pétition où on va avoir tous les éléments qui vont nous permettre de prendre notre décision parce que c'est factuel et qu'on a les chiffres, etc. Ce qui va faire qu'une pétition prend de l'ampleur, c'est l'émotion. Et c'est l'authenticité, la personne qui va parler, qui va raconter son histoire. Donc le premier conseil en fait, qu'on donne aux pétitionnaires, c'est pourquoi c'est important pour vous. Ne cherchez pas à nous donner les chiffres, à nous faire entendre raison. Dites-nous juste pourquoi ça vous impacte, pourquoi c'est important pour vous, pour votre communauté, pour votre pays, etc. Donc ça, c'est vraiment le kit de démarrage, c'est ce storytelling, parce que le cœur de la pétition en ligne, c'est quand même ce contenu de pétition. Et ensuite, on va dérouler tous les outils qui vont permettre en fait, de donner de l'ampleur à cette campagne. Alors justement, c'est quoi? Parce que c'est compliqué quand tu as une personne qui dit « moi, j'ai envie de me battre pour cette cause-là » et qui n'a pas forcément de réseau, pas beaucoup de capacité de viralité. Alors, il y a des techniques qui sont des techniques éprouvées par toutes les ONG, par tous les partis politiques, par toutes ces organisations qui savent communiquer en général et sur le web. Donc nous, ce qu'on a essayé, c'est de rendre ça très accessible. Il y a quelques petits trucs qui sont très simples. Et la première chose, c'est animer la communauté des signataires. Donc, alors ça, c'est pareil, animer la communauté. C'est vraiment le truc bateau. On avait fait une blague, on s'était dit qu'on avait fait un bullshit bingo avec tous les trucs. C'est pas un bullshit bingo pour le coup, mais vraiment, comment on fait pour animer une communauté quand en plus, c'est pas une personne, mais c'est une cause? Et je poserai la même question sur une marque. Comment on fait pour animer une communauté quand finalement, on est quand même dans cette notion un peu intemporelle, une personnalité qui n'est pas physique, une cause ou une entreprise? Comment on fait pour générer de l'engagement? C'est ça justement la différence, c'est que ce qui va faire qu'une pétition prend de l'ampleur et cette communauté va se sentir impliquée si c'est une personne qui lui parle et pas si on lui parle de concept et de la cause à défendre, etc. Donc nous, le conseil qu'on donne à nos pétitionnaires, c'est parler à vos utilisateurs de la même manière que Emmanuel parle à ses Periscope followers. Et ça marche, ça, par exemple, de liker les statuts de tous les gens qui nous suivent, Alors, ce qui marche, en tout cas, pour Change.org, sur les messages, parce qu'on a un système de messaging où les pétitionnaires peuvent écrire à leurs signataires de manière complètement indépendante, c'est vraiment ce qui est hyper authentique et pas préparé, pas léché. Donc, parfois, on voit des mises à jour qui partent à 50 000 personnes, 100 000 personnes, où il y a des fautes d'orthographe, où c'est pas forcément hyper clair, mais ces mises à jour, elles sont partagées énormément sur les réseaux sociaux parce que les gens cherchent vraiment cette authenticité. Donc, la première étape, en fait, je dirais, d'une campagne réussie, c'est juste être soi-même. Et nous, on a vraiment à cœur de défendre ça parce qu'on est dans un monde où défendre les causes, c'est souvent géré par des ONG, c'est des campagnes qui sont très classiques, qui sont très préparées. Et nous, ce qu'on essaie, c'est de changer ça, puisque l'émotion, c'est aujourd'hui ce qui va driver en fait en grande majorité le changement social, et on sait que c'est en utilisant l'émotion des gens par leur vécu qu'on va permettre de faire bouger les lignes. Donc c'est vraiment ce sur quoi on insiste. Alors Romain, du coup, comment est-ce qu'on fait de l'émotion quand on est une marque? Donc là, c'est pas forcément Fubis, quoique vous, comme vous avez fait sur Fubis, mais le fait d'avoir étudié énormément les marques et d'avoir vu justement cet aspect créatif, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup une marque va les capter? Parce que je pense que dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui ont des boîtes, qui gèrent la com de certaines boîtes. Souvent, il y a le côté, ok, moi je suis une boîte, quoi, donc je peux être authentique, mais comment ça marche fondamentalement pour toucher des gens et leur parler? Et est-ce qu'il faut incarner la boîte? Est-ce qu'il faut... Comment on fait? Moi, je suis d'accord déjà sur le fait d'adapter aux canaux les codes de chaque canal. Donc, comme je l'expliquais avant, notre média et Fubis n'avaient pas de relais sociaux et n'avaient pas de plateforme sociale. Donc, la distribution de contenu, c'était de l'accès direct. Il a fallu retravailler un petit peu ça ces dernières années, puisque maintenant, l'accès aux médias se fait essentiellement, pour la plupart des médias, via du réseau social, quel qu'il soit. Et
pour moi, une bonne stratégie, que ce soit pour un média ou pour une marque, c'est de comprendre déjà la codification du canal et du réseau social. Donc, typiquement, pour Twitter, les gifs ou les montages ou la performance de certains formats versus d'autres, de bien travailler, de bien regarder quel format marche mieux. Donc, c'est des choses qui sont sur la forme, mais qui permettent de mieux distribuer le fond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, qui est valable à chaque fois. Et typiquement, sur Facebook, d'être au courant des mises à jour d'outils. Maintenant que la vidéo est quelque chose de très mis en avant sur la plateforme de Facebook, d'essayer de penser à distribuer des contenus en vidéo pour toucher un public plus fort, ça se vérifie à chaque fois. Les marques passaient beaucoup de temps avant à faire des montages, à faire des images, à distribuer des contenus même textuels, à renvoyer vers leur site web avec des liens externes. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était de moins en moins mis en avant, versus la vidéo, au début de la vidéo statique, puis du live. Et pour moi, créer de la proximité, c'est aller au plus proche de l'écosystème de son audience et de son consommateur en proposant quelque chose qui est proche de ce qu'il... aller au plus proche de lui, c'est donc aller au plus proche de son réseau social et lui parler la plus lisiblement, le plus fortement lisible, et en même temps en utilisant les codes qu'il a l'habitude de lui-même utiliser quand il publie des choses. Donc je m'explique. Si lui-même a l'habitude d'utiliser des gifs ou de partager des choses sur Twitter, que la marque ou le média le fasse aussi. Et que si lui commence à... Quand tu dis lui, c'est la communauté. Lui, l'audience ou la communauté. Et que, par exemple, la vidéo, pour moi, sur Facebook, c'est que les gens se sont mis à en produire. C'est que les gens se sont mis à en distribuer, comme la photo. Et avec le boom du web visuel avec Instagram, etc., on se rend compte que ça devient important de l'autre côté d'un média d'être là où les producteurs de contenu ou l'audience créent des choses, et si possible que le média et la marque créent la même codification. Donc pour nous, on s'est appliqué à essayer de faire les formats qui marchaient le mieux sur chaque réseau, et si possible d'analyser pourquoi ils fonctionnent, et pas de les faire parce que faut faire de la vidéo, alors on va faire de la vidéo. Essayer de comprendre pourquoi, c'est quoi les tricks, comment bien comprendre, c'est comment travailler la distribution. Et c'est ce que mais ça veut dire que vous, chez Fubis, vous avez quoi, autant de producteurs que de diffuseurs? Ça coûte cher quand même de pouvoir lire continuellement les réseaux. C'est une bonne remarque, mais on a mis une règle des 3 tiers, qui est 1 tiers veille, 2e tiers rédaction, production du contenu, et 3e tiers, distribution. Donc c'est la règle vraiment des 3 tiers, et on essaye qu'elle soit assez équilibrée pour que le temps qu'on passe à la distribuer prenne quand même beaucoup de temps, du temps qu'on passe à la produire et du temps qu'on passe à trouver, à faire de la veille ou à faire du benchmark sur les projets. En général, on a de la chance parce que les projets viennent à nous, mais en tout cas, on passe du temps à trier, à repackager les contenus. Et donc cette règle de 3 tiers n'existait pas du tout avant, mais je me rends compte que par exemple le temps qu'on passe à distribuer des contenus est aussi important que le temps qu'on passe à la produire, parce que ça sert à rien de passer un temps démesuré à produire des choses s'il n'est pas vu ou distribué aux bonnes personnes. Donc c'est comment travailler un format éditorial ou vidéo ou photo pour qu'il soit lu sur son public, et ça passe par travailler bien les formats, ça passe par regarder ce qui a marché sur son propre média ou sa propre marque, et essayer de le réappliquer, regarder ce qui se fait autour et essayer de regarder s'il n'y a pas une sauce secrète à appliquer, et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien en mettant à jour nos formats, la manière dont on a de distribuer des contenus, et moi, je donne un peu les guidelines, et j'essaye d'être aussi assez strict, c'est-à-dire quand on part sur un format, on essaye de s'y tenir. Je crois aussi au fait que si on propose à des gens un format, ils s'attendent à le retrouver. Et c'est un côté rendez-vous. Si les vidéos elles sont distribuées avec une codification, par exemple un nombre de secondes, ou une légende en anglais, ou un tagage des ayants droit ou des auteurs, ils s'attendent à le retrouver pour l'ensemble des autres projets, des autres distributions de contenu. Et ça permet à l'audience que ce soit lisible pour lui. Il sait quoi il va retrouver. Il ne sait pas quel projet sur le fond. C'est un peu comme un pacte tacite que tu dois te avec ton la forme, elle est respectée, peu importe la typologie du projet. Mais le fond varie suivant notre curation. Est-ce que ça veut dire que finalement, avant, on était beaucoup sur... si on prend schématiquement, on est devant une feuille blanche, on va faire une campagne, on va réfléchir à quel est son message, quelle est sa cible,
Ensuite, quels sont les contenus et puis comment les... Enfin, en gros, c'est, comme tu le disais, veille, prod, diff. Est-ce que maintenant, c'est pas l'inverse, en fait? Il faut d'abord se dire, bon, sur quel canal on va produire, qu'est-ce qu'on va produire, et puis du coup, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Limite, le fond, aujourd'hui, et c'est horrible, c'est-à-dire que le fond, on le voit à la fin, non? Moi, je suis pas dans l'inverse. Okay. Je suis d'abord dans qu'est-ce qu'on va écrire, puis après bien l'écrire et essayer de bien le traiter sur les sujets sur lesquels on est légitime. C'est-à-dire. Mais si tu produis, par exemple, ça nous arrive tous d'avoir des personnes qui disent on a un événement, on fait une vidéo de 1:30, la fameuse vidéo d'1:30. Cool. Et tu veux la faire où? Ton audience est où? Sur Instagram. Ok, raté. Aujourd'hui, on est quand même sur quelle est ta cible, sur quel canal tu veux aller, et du coup, quelle grammaire de storytelling on va utiliser derrière pour savoir quel contenu on va produire, quel format, quel message. On fait un peu le schéma inverse du coup. Nous, on a la chance de pas faire ce schéma-là parce que de toute manière, on a une base assez puissante maintenant et la puissance vient corroborer la distribution de notre contenu. Et après, parce que vous avez déjà une audience qui est là du coup. Mais pour peut-être quand on n'est pas émergé, peut-être que cette règle de l'inverse s'applique. Mais dans notre cas, vu qu'on est fortement visible et émergé, cette règle s'applique très bien. C'est-à-dire que ce fort temps passé à distribuer, à bien distribuer les contenus, nous génère une croissance exponentielle assez forte qui permet derrière nous d'avoir plus de temps, plus de moyens pour écrire de l'éditorial. En fait, de bien travailler le dernier tiers nous permet de remonter à la source et d'avoir plus de temps pour créer des longues formes, des contenus avec plus de détails, avec plus de richesse, et parce qu'on a du succès sur la dernière partie et une meilleure distribution. Donc, moi, mon intérêt, c'est surtout d'essayer de conserver la dernière partie et de ne pas le bâcler, et surtout de le mettre dans la tête vraiment de mes équipes que c'est une partie de leur travail, et le faire savoir est aussi important que le faire connaître, est aussi important que bien écrire, qui lui-même est aussi bien important que prendre un sujet qu'on n'a pas déjà traité ou alors qui aurait déjà été traité par d'autres ou qui serait vieux. Donc on est sur vraiment le fameux faire savoir. Ouais, le faire Emmanuel, savoir. comment tu fais toi? Parce que finalement, c'est aussi cette problématique de se dire il faut que j'arrive à avoir du public sur ce fameux Periscope. Mais comment tu architectures les autres réseaux? Parce que tu n'es pas absent de Facebook, tu n'es pas absent de Twitter, tu n'es pas absent de Snapchat, t'es pas... Comment est-ce que tu arrives En fait, quasiment, on passe du média au transmédia, où on a un univers de marque, et on va essayer de raconter une histoire différente sur chacun des canaux. Comment tu l'architectures? Est-ce que tu y penses avant? Comment est-ce que tu fais pour faire venir les gens sur Periscope et faire en sorte qu'ils te voient? Et donc, comment tu architectures toutes ces histoires sur les autres réseaux? Mais en fait, je les rends comme... sur chaque réseau, on a une communauté, et cette communauté attend d'avoir un certain type de contenu. Ouais, mais regarde, sur Facebook, tu mets souvent des vidéos pour dire dans 5 minutes, je suis sur Periscope. Oui. Finalement, c'est pas que c'est loin d'être de la pollution, mais c'est ce côté... tu as une espèce de venez voir, le contenu est par là-bas. Alors que finalement, quand on prend 10 secondes sur Facebook, on aurait envie d'avoir le contenu à ce moment-là. Tu vois. Et finalement, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas tes vidéos en live sur Periscope et sur Facebook et avoir une stratégie plus cross-média finalement Ça serait possible, mais j'ai envie de laisser l'exclusivité à Periscope. Je me dis que utiliser Facebook Live serait très bien. Sauf que l'interaction n'est pas la même. En ayant testé les deux, en faisant des tests, on se rend compte que... Qu'est-ce qui est différent ? Quand on travaille avec une communauté, en soi, on crée du lien. On crée du lien sur un réseau. C'est-à-dire que celle-ci est habituée à venir sur ce réseau. Sur les autres réseaux, elle attend autre chose. Quand je vais sur Facebook, je poste des photos, je mets des vidéos YouTube, c'est très bien, je réponds en commentaire, mais les gens n'ont pas l'habitude de venir pour chercher un live. De plus, Facebook Live, ce n'est pas encore un comportement naturel de la part des gens. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'ils viennent chercher. Sur Periscope, je me dis qu'en allant réellement les chercher sur mes autres réseaux, en faisant de la pédagogie, en fait, parce que c'est vraiment ça. Personne ne veut venir sur Periscope. Voilà, non. Faut que c'est un peu comme le QR code, tu sais, c'est un peu le côté genre bonne idée, mais comme personne n'a l'appli sur son téléphone. C'est compliqué. Maintenant, les fonctions de Twitter qui font que c'est intégré directement, que les gens peuvent voir ça, qu'on est capable de le prendre et de le mettre dans des sites, ça commence à démocratiser les lives. Mais en soi, il y a vraiment un travail de pédagogie. Mais en même temps, dans le storytelling, dans la manière de faire, c'est un peu comme si je donnais à un moment un contenu exclusif. C'est-à-dire que je dis sur mes autres présences, « Hello, je fais un contenu, mais par contre, vous pouvez le trouver que sur Periscope. Et l'échange n'est pas du tout le même. Je peux parler avec les gens. Moi, en fait, c'est ce que j'aime. Je suis content. C'est vrai que c'est compliqué pour une marque parce qu'elle va se dire je vais créer un lien fort avec les gens et je vais devoir me mettre à nu. Parce qu'en soi, sur Periscope, ce que les gens attendent, je ne vous dis pas de vous déshabiller, mais ils attendent réellement que la relation... Sur Periscope. On peut tester, ça marche. Mais on n'attend pas ça, on attend réellement qu'il
il y ait des réactions réelles. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit « j'aime pas » ou n'est pas d'accord avec moi, c'est pas je passe à côté et je fais autre chose. C'est je dois essayer de répondre, prendre en compte le commentaire, essayer de voir pourquoi et m'enrichir de ce que les gens me disent. En soi, je gagne beaucoup plus à être sur Periscope en échangeant mes idées et en échangeant avec les gens, parce que ce qui se passe, c'est que tu arrives à avoir facilement une audience de qualité. Enfin, dessus, il y a des gens, moi, qui me suivent, qui sont entrepreneurs, il y en a d'autres qui sont dans la com, il y en a qui sont dans différents domaines, et ils viennent tous apporter leur petite pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui t'apporte, justement? J'aimerais bien comprendre quelle est la nature. Alors, tu as dit des gros mots tout à l'heure de gens un peu trolls, mais à côté, qu'est-ce que t'apporte ces discussions? Qu'est-ce qu'ils te disent? Que finalement, en plus, c'est hyper court. On a cette problématique de un message sur Periscope, je sais pas, ça doit être limité en nombre de caractères. Tu peux pas raconter un roman, donc qu'est-ce que toi, tu as comme feedback qui sont constructifs pour tes différents périscopes? C'est là, en fait, que c'est vraiment intéressant, et je pense qu'au niveau qualitatif, les gens ne se rendent pas compte à quel point Periscope va être bon. Sur le Periscope, en soi, j'ai les commentaires. Donc c'est très bien. Les gens vont répondre, et en 140 caractères, enfin en 140, un peu plus, mais le petit message, en fait, permet aux gens d'être concis et de donner l'essentiel. Donc en soi, tu sais directement ce qu'il y a. Par contre, c'est ce qui arrive après qui est intéressant. C'est-à-dire que comme tu crées un lien avec les gens, tu vas les retrouver sur Twitter, tu vas les retrouver sur Facebook, pas en public, en privé. Ça fait que tu vas avoir des messages où les gens vont aller plus loin dans la démarche, vont t'aider. En fait, toutes les valeurs qu'on rêve d'avoir sur le web. Entraide, partage, échange, authenticité et rencontre dans la vraie vie. Je pense qu'on a un exemple, je le fais exprès, hein, il est dans la salle et c'est pas voulu. On n'a pas des lumières. Nervous Job, que vous voyez là-bas, tu peux lever ta main, voilà. C'est quelqu'un que je connais pas, que j'ai découvert sur Periscope. Il regardait mes scopes, je regardais ses scopes et on aimait bien. Bon, c'est pas une relation d'amour, on vous prévient tout de suite. On dirait une histoire de rêve. C'est ça. Il m'a regardé, j'ai regardé. Il m'a regardé, j'ai regardé. Et à ce Je suis moment-là, à la Nantes, on s'est rencontrés. Bref. mais donc, on a réussi grâce à ça à commencer à échanger sur Twitter. On a échangé sur Facebook. On s'est parlé après par téléphone. On a fait des Skype. On a fait des projets en commun. On a fait des événements. Et maintenant, on se rencontre dans la vraie vie avec plein d'autres périscopeurs pour pouvoir échanger sur le sujet. Et avec des gens aussi qui regardent les périscopes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des canaux sur lesquels, finalement, des gens sont plus disponibles? Je m'explique. Des personnes que vous voulez toucher et que vous avez envie de rentrer en contact avec, et vous vous dites sur Facebook, le problème, c'est qu'il est submergé de messages. Par mail, sa boîte est pleine. Tiens, il est sur Snapchat, je vais essayer sur Snapchat et on verra ce qui se passe. C'est ça le truc? Je sais pas. Enfin, t'as le droit de dire non. Voilà, j'ai pas répondu à ta question, mais je sais pas. Je pense juste que pour moi, le réseau me paraissait intéressant dans son contenu et dans la stratégie que j'allais mettre en place. J'avais besoin de parler à des gens de manière directe. À l'heure actuelle, il n'y a aucun réseau qui me permet de faire ça, hormis Skype ou un Google Hangout avec quelques personnes. Superbe. Mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir échanger avec eux directement. C'est ça que je trouvais intéressant. Ça veut dire que le mass media est mort? Ça veut dire que quand on a une stratégie de distribution et qu'on se dit on va toucher le monde, on se plante tout de suite? Pour moi, Et donc ça veut dire qu'il faut travailler ses cibles énormément? Je pense que c'est ça le plus important. À la base, faire un message pour tout le monde, c'est faire un message... je sais que la phrase va être nulle, je le précise tout de suite. Un message pour personne. Mais en soi, c'est super important. Je me dis que c'est du qualitatif que les gens ils ont besoin aujourd'hui. Là, les gens viennent chercher quelque chose de précis, un échange avec moi. Ils viennent pas chercher de l'information, ils savent qu'on va parler ensemble. C'est tout ce qu'ils viennent chercher. Et à partir de là, sur les autres réseaux, ça va être intéressant pour en faire la promotion. Parce que Periscope est une petite communauté. Par contre, les grosses communautés sont sur les autres réseaux. Donc, il va falloir que j'explique, que j'éduque et que j'amène les gens à venir découvrir tout simplement ce que je fais dessus et quelle sera la plus-value. Et la plus-value, c'est on va parler ensemble. Cool. Je fais un dernier tour de table et après on pose des questions. Donc, si vous voulez commencer à réfléchir à des questions, n'hésitez pas. Sarah, ça m'intéresse de savoir sur Change. On a parlé tout à l'heure de la pétition qu'il y a eu sur la loi El Khomri. Finalement, tu es passé d'une stratégie communautaire un peu focus avec des plus petites pétitions à là un truc absolument énorme. Est-ce qu'on arrive encore, parce que je pense aux boîtes par exemple qui ont sur Facebook par exemple 100 000 personnes qui les suivent. Comment est-ce que tout d'un coup tu arrives à avoir cette communication de proximité avec une communauté qui est absolument énorme comme ça? Et donc vous, finalement, avec la loi El Khomri, vous avez éclaté les records. Comment est-ce qu'on arrive à garder cette proximité avec les gens quand on a autant de personnes qui nous suivent? Alors déjà, la chose, c'est qu'en fait, dans une mobilisation telle que celle pour la loi El Khomri, il y a des groupes et des sous-groupes.
il ne faut pas croire que le niveau d'engagement est le même pour 1,3 million de personnes. Il y a des personnes qui vont signer, il y a des gens qui vont partager, il y a des gens qui vont participer éventuellement à une manifestation. Et ce qui est hyper intéressant sur cette pétition en particulier, c'est ces niveaux d'engagement. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce qu'Emmanuel disait sur les réseaux, quel type d'outils on va utiliser pour parler, de quelle manière. Ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, ils ont organisé via la plateforme, alors c'est ça en fait le but de la pétition à la base, c'est de créer un groupe de personnes à qui on peut parler et leur proposer des initiatives. Donc il y a eu les gens qui ont signé, partagé, etc. Et puis ensuite, on leur a dit, bah voilà, on fait une réunion. On va ouvrir une réunion à la fois en live directement en stream et on va aussi avoir des gens sur place dans les différentes villes, etc. Vous pouvez participer, faire des propositions via Formstack, par exemple. Donc, il y a des gens qui vont être, après force de proposition, arriver sur d'autres types d'outils où ils vont proposer des choses. Et pour répondre à ta question, on peut, je pense que sur une mobilisation telle que celle-là, on ne peut pas toucher tout le monde de la même manière au même moment. Il y a des gens qui vont être à un moment donné plus actifs, puis qui vont revenir, etc., en fonction de ce qu'on va leur proposer. Donc je ressors mon truc de la tarte à la crème, de l'animation de la communauté, mais c'est ça en fait, c'est donner des occasions aux personnes qui ont signé cette pétition d'agir en fonction du temps qu'ils ont disponible, en fonction de leur capacité, de leur expertise, etc. Donc c'est encore une fois bien connaître chacune des personnes qui font partie de ta communauté pour savoir quel est le niveau d'implication, quels sont les sujets qui les intéressent. Est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui? Alors vous avez des outils en propre, si j'ai tout compris? Oui, on a des outils. Mais est-ce que finalement, quand on est une boîte, on peut sonder des choses ou, parce qu'il y a Slack qu'on utilise beaucoup pour être en conversation justement avec des mini-groupes. Il y a d'autres outils nous, vraiment sur Change, il y a un outil qui est vraiment un outil de messaging, de transmission d'informations, on va dire, du lanceur de pétition au pétitionnaire. Pour l'instant, on n'a pas d'outil en propre, par exemple, pour faire de l'organisation de campagne. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Mais on va justement favoriser la mise en relation, l'utilisation d'autres outils à côté. Ce qui est vraiment clé, en fait, pour moi, la distribution, je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Romain, c'est la fin, l'outil, c'est pas le message. Donc, à un moment donné, comment on fait pour mobiliser 1,3 million de personnes? C'est en fonction de ce qui se passe. Pour vous donner un exemple, sur toutes les personnes qui ont signé la pétition sur la loi El Khomri, tout le monde est revenu sur le site, sur la plateforme. Le plus gros trafic qu'on a eu, c'est quand la ministre a répondu. Donc, on a eu vraiment, en fait, cette participation, elle est liée vraiment au contenu. C'est bateau ce que je dis, mais c'est pas seulement l'outil et ce qu'on va proposer comme activité, c'est le contexte et comment on rebondit. Les pétitions qui fonctionnent le mieux, celles qui vont être le plus diffusées, c'est parce qu'il y a une actualité autour et que le pétitionnaire est capable de rebondir sur cette actualité pour proposer des actions. Et encore une fois, être plus dans une conversation que simplement... Exactement, okay. Ouais. Ce qui est intéressant, alors on parlait du kit de démarrage au tout départ. J'aimerais bien qu'on finisse sur la partie plus vidéo, qui est l'outil le plus utilisé aujourd'hui, à la fois sur Periscope, sur Facebook Live, et puis le taux de reach, du coup, il est assez fort sur la vidéo aujourd'hui. Est-ce que quand on regarde des campagnes de crowdfunding ou ce genre de choses avec KissKissBankBank ou Ulule ou d'autres, est-ce qu'il y a une obligation de faire une vidéo? Vous, c'est la même chose sur une pétition. À chaque fois, vous dites faites une vidéo parce que c'est l'outil le plus viral que vous allez pouvoir utiliser pour toucher des gens. Alors c'est ce qu'on conseille et d'ailleurs on est en train de travailler vraiment à voir si finalement demain la pétition pourrait pas être une vidéo. Donc est-ce que demain finalement pour permettre à chacun de s'exprimer, c'est pas plus facile d'enregistrer une vidéo avec son portable et de dire bah voilà je suis devant telle forêt qui est en train d'être décimée à côté de chez moi, bah voilà aidez-moi à signer la pétition pour demander au maire de prendre des mesures, etc. Donc ça on croit beaucoup à la vidéo. Il faut voir aussi, on est quand même sur un outil, la pétition qui est extrêmement ancien, où il y a vraiment une utilisation qui est très classique. Donc comment est-ce qu'on peut révolutionner ça? Nous, ce qu'on incite déjà nos utilisateurs à faire, c'est quand ils font des mises à jour, quand ils écrivent à leurs signataires, c'est d'utiliser beaucoup la vidéo. Alors soit pour leur parler directement, et ça fonctionne très bien, soit pour illustrer. Donc par exemple, hier, on a Quentin, qui est un lycéen, qui a lancé une pétition sur les violences policières, qui a envoyé une vidéo qu'il a tournée, lui, à tous ses signataires en disant « Regardez, j'étais dans la manif, regardez ce qui s'est passé ». Et là, on a tout de suite un engagement qui est énorme. Donc c'est sûr que la vidéo permet de montrer, permet de donner du corps, et en particulier dans le cas des pétitions en ligne, les gens veulent savoir où leur signature va. Donc si on leur donne du live et qu'on leur montre, le pétitionnaire montre qu'il est actif et qu'il est vraiment dans le sujet, forcément, il y a un impact qui est beaucoup plus important. Bon, du coup, on a été un peu long, mais c'était hyper intéressant. Donc, je vais passer directement aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai encore plein, donc il n'y a pas de souci. Mais... Non, oui, non. Ah, oui, vas-y, crie très fort. Il y a un micro. Alors, ne crie pas très fort, il arrive. Quelqu'un a une chanson, en attendant? Alors, prénom, nom, et puis à ta question. Bonjour, je m'appelle Nathalie Decoq. Je gère la communication et le marketing d'un site grand public à sortir.
Et en fait, quand moi, en tant que particulier, j'adhère à une cause, je vais suivre la communauté, à la fois sur Facebook, sur Twitter et d'autres, Instagram, ça dépend des sujets. Comment, en tant que marque, du coup, on fait pour ne pas se répéter sur tous les réseaux? C'est-à-dire que moi, je vais avoir tendance à recevoir la même information, alors effectivement, une fois en vidéo, une fois en texte. Voilà. Est-ce qu'il faut changer de message? Est-ce qu'il faut juste changer le format? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, Ouais, c'est un sujet que j'essaye de maîtriser en tout cas. C'est on a une démultiplication des réseaux alors qu'on a le même projet, le même contenu. Donc un projet créatif, design, inspirant, qu'on doit distribuer sur plusieurs canaux et il y a de la déduplication, donc la même personne sur plusieurs réseaux. Donc nous on est sur 3 réseaux principaux, Twitter, Facebook et Instagram. Comment faire en sorte pour que le projet A soit distribué et qu'il n'ait pas de répétition? Et pour moi c'est ne pas forcément les mettre au même moment, ne pas forcément les mettre, alors que c'est le même projet, ne pas forcément les mettre avec le même titre et la même image d'aperçu, ce qui est possible par exemple avec de la vidéo, où l'image clé d'un extrait de la vidéo, on peut prendre un certain extrait ou une image d'aperçu pour tel ou tel canal, et puis essayer de séquencer un peu ces prises de parole. Par exemple, nous on est sur une audience monde, je sais qu'on séquence, c'est-à-dire que on commence par un réseau, puis on va le mettre peut-être un projet à 9h le matin, mais on n'aura pas par exemple les États-Unis. Donc on va reposter avec un autre texte et une autre image, alors que c'est le même projet qui est sorti plus tôt. Mais pour éviter de lasser les gens qui auraient pu déjà le voir, et en même temps toucher un nouveau public, c'est comment remettre des contenus existants avec une autre approche. Donc diversifier l'accroche, diversifier le timing. Et le timing, moi je ferai en sorte qu'il sorte à des moments différents et de le faire plusieurs fois, parce que c'est pas parce qu'on l'a mis une fois qu'on a touché notre public. Bien au contraire, on sait très bien qu'en général, sur les réseaux sociaux, on regarde la dernière heure peut-être, et même si maintenant les algorithmes... Oui, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Mais quand même, on est quand même sur ce qui s'est passé la dernière heure. Et alors le contenu sorti il y a une dizaine d'heures et peut-être il y a très loin dans le flux. Donc pour pas essayer de changer l'algorithme sur lequel on n'a pas la main, le mieux c'est quand même de remettre un contenu et si possible pour pas lasser ceux qui auraient pu tomber dessus, de changer un peu sa forme, et c'est ce qu'on essaye de faire, donc le timing, la forme, et essayer qu'on ait l'impression qu'on a distribué des choses différentes alors que c'est le même projet, et on se rend compte que par exemple pour le même projet, il est en vidéo sur Facebook, il est en image d'aperçu sur Twitter, il est en image clé sur Instagram, et le timing et les changements de format permettent une variété de personnes à toucher, et je pense que c'est un peu la meilleure stratégie aujourd'hui, de démultiplier les points de contact, de démultiplier les partages, et tout en essayant de varier un peu la forme. Sinon, après, les gens ont un surplus d'informations et ont l'impression que c'est un peu du spam. Donc pour moi, c'est comment multiplier le même format, le même contenu tout en changeant les formats. Pour moi, c'est la clé qui est valable d'ailleurs pour les marques aussi, et pour les médias. Merci beaucoup.